Francophone. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Est-ce que notre champion nous a rejoint? Au niveau de l'INSP, pas encore? D'accord, on va poursuivre, c'est pas bien grave, on va poursuivre, donner l'occasion à quelques membres de pouvoir se présenter, à ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas encore eu l'occasion de se présenter. Moussa Bayoko. Moussa Bayoko. Est-ce que vous êtes déjà présenté? Bonjour à vous. Non, je ne me suis pas encore présenté. Allez-y avec la photo de votre bébé qui s'affiche. C'est un garçon ou une fille? Ah oui, non, c'est un garçon. Ah, d'accord, il est très mignon. Allez-y, présentez-vous à la communauté. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Bayoko Moussa. Je suis infirmier au district sanitaire de Kouibli, dans le dispensaire rural de Tiessan. D'accord, à l'ouest, vraiment. Merci Oui, oui, à beaucoup. l'ouest. C'est votre Merci à première vous. fois de prendre part à nos sessions? Oui, C'est votre c'est première la fois? deuxième, je crois. La deuxième La fois. deuxième, D'accord. oui. OK. Merci d'être resté dans la communauté. Merci à vous Qui aussi. n'a pas encore eu l'occasion de se présenter en attendant que notre champion ne puisse nous rejoindre? OK, allez-y. Quoique Innocent Anno, Amon, l'un de nos nouveaux membres. Kwaku Allez-y. Innocent Amon. Je suis Amon Kwaku Innocent, informaticien à l'hôpital général de Soubré. Je suis avec D'accord. l'ITA. Oui. OK. Merci Merci. beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui souhaiteraient se présenter? D'accord, Kwaku, vous mettez la main. OK, d'accord. Il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui n'ont pas eu encore Oui, l'occasion de se bonjour. présenter. Oui, allez-y, allez-y. Docteur Kakou Marie-Cécile, médecin, chef de service action sanitaire dans la région sanitaire d'Unzi. Merci. De D'Unzi, la région Unzi, sanitaire Damboko. de Du Mboko, Unzi. Tunisie. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci de votre présence. D'autres personnes? Pas encore? D'accord. Tout le monde s'est présenté. Je vois Jessica Lorenzo Bruno. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Docteur Jessica Lorenzo, ouvrez votre micro. D'accord. Bébé Kwame, bonjour à vous. Bonjour, OK, allez-y. je suis Bruno Jessica, docteur Bruno Jessica Lorenza, je suis en Haïti et je vous suis. D'accord. D'accord. Vous venez de quel pays? Haïti, Oh, il fait quelle heure là-bas en ce moment? 9h28. 9 heures. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. D'accord, moi aussi. OK. Bonjour Bébé à Kwame, tous. depuis Bassam, on vous écoute. Merci, docteur Kwasi. Je suis Mme Kwame Geneviève. Je suis en atelier à Bassam, mais je fais partie de l'équipe du Super Hub de l'INSP Abidjan. Merci, docteur Kwasi, et bonne émission à vous. Merci beaucoup à Geneviève qui nous suit malgré l'atelier. D'accord, merci. Au niveau de qui ne s'est pas encore présenté, Ismaïla au carré, bonjour à vous. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est pas Ismaïla. C'est Ismaïla Doumbia, je suis DG Ah, santé à Djamé Plateau à Tekoubé. ah, mais ça s'affiche 2 fois. On voit Bon, Ismaïla. je vais rectifier, c'est pas grave. Merci, monsieur le directeur, d'être avec D'accord, nous. bien sûr. Merci beaucoup. On va donner l'occasion encore à qui ne s'est pas encore présenté. Euh, notre Aka, il n'est pas loin. Il s'agit de l'arrivée par des gens.
J'ai demandé à quelqu'un de l'appeler. Oui, Coleman Dudley. D'accord, vous êtes médecin généraliste. D'accord, vous avez écrit dans le chat, mais on aurait quand même voulu entendre votre voix, si c'est possible. Docteur Coleman. Allô? Oui. Oui, on vous entend, allez-y. Docteur Coleman? Ah, bon, on ne vous entend plus. D'accord. Votre micro est ouvert, mais cependant, on ne vous entend pas. Docteur Coleman, ah, il s'est connecté. Ok. Je crois qu'il doit avoir un souci à son niveau. Docteur Suntura. Suntura, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. Moi, c'est Dr Tinemba Suntura. Je suis pharmacienne à l'Institut national de santé publique de Bamako, Mali. Merci. Mali. Oui. Ah, d'accord. Oui. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Okay. OK, donc, il est 13h30. Notre champion n'a pas encore rejoint la salle. Donc, nous vous prions de bien vouloir nous excuser le temps qu'il puisse rejoindre la salle et pour que nous puissions commencer. Je crois que la présentation, le topo que veut nous partager notre expert est en lien direct avec le cas. Donc, on attend de discuter d'abord sur le cas avant de pouvoir faire le topo. Sinon, on allait commencer par la présentation didactique. Mais bon, on sera obligé de patienter encore un tout petit peu. Et puis, voilà, commencer par la présentation du cas. Est-ce que il y a des participants, il y a des membres de la communauté qui ont eu des patients COVID long? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un patient COVID long depuis la fin de la phase aiguë? Si vous pouvez lever la main, peut-être partager un peu d'expérience, comment ça s'est passé? Moussa Bayoko, vous n'avez pas eu de patient COVID long? Bien, vous avez ouvert votre micro? Je souhaiterais partager quand même son expérience par rapport à un cas qu'il a reçu de COVID long. Après toutes les définitions que les experts vous ont données hein, de ce que c'est que le COVID long, est-ce que parmi les patients que vous avez reçus, vous avez eu certains patients qui ont présenté des tableaux que nous avons déjà vus avec les différents experts? Docteur Palouki, est-ce que vous avez eu vous avez été déjà confronté à un cas de COVID long? Non, docteur. Pas encore? Oui, pas encore. D'accord. En fait, moi, je suis médecin dans un centre de formation, quoi. Là, on forme les officiers. Donc, depuis 2 ans, je suis dedans. Je ne suis pas trop dans les hôpitaux universitaires comme ça. Souvent, c'est là où il y a les cas. Merci. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait nous partager quand même son expérience? Il a déjà reçu un cas de COVID long depuis une formation et puis depuis que la phase est... Faut nous donner un peu de particularité? D'accord. Personne n'a encore rencontré de cas de COVID long? Georges Bléou. OK. Notre champion est là. On va donner le temps, laisser le temps de souffler. Hein? Déjà, ouvrez vos caméras et puis envoyons des signaux à notre champion qui vient d'arriver parce que là, on l'attendait tous. Merci beaucoup à notre champion. Bravo à notre champion qui vient de nous rejoindre. Voilà.
Donc, on va, sans plus tarder, hein, laisser la parole. Est-ce que le Haïti peut projeter le cas? Donc, notre champion du jour s'appelle Dr. Desi Oria, voilà, qui a vraiment accepté de venir partager ce cas que nous avons déjà vu avec professeur Brou Aoui, qui a abordé le volet de la COVID long, mais aujourd'hui, je pense qu'il va nous en dire tout à l'heure. Donc déjà, docteur Desi, bonne arrivée. Voilà, merci d'avoir accepté de venir partager ce cas. Donc, on va te laisser toute la place. Monsieur Akoré, vous pouvez partager le cas? On t'a laissé toute la place, voilà. Et puis, tu vas nous présenter ton patient. Merci beaucoup. Tu as toute la parole. Vous pouvez agrandir ça pour Dr. Desi, qu'il puisse voir. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et j'ai l'honneur de partager avec vous ce cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient, donc une personne de sexe masculin, âgé de 55 ans. Son poids était de 70 kg avec une taille de 1,75 m. On va calculer l'IMC après. La température était à 39 degrés 5 avec un pouls de 102 battements par minute. La fréquence respiratoire mesurée était de 28 cycles par minute, une tension artérielle de 170-90 mm de mercure. Sur le plan social, il faut noter que c'est un salarié. Au niveau de la COVID-19, les informations relatives à la COVID-19. Il a été détecté positif à cette affection-là en juillet 2021 à travers un test de PCR qui est revenu positif. Et suite à cela, quelques instants plus tard, un deuxième PCR a été effectué. Et cette fois-ci, est revenu négatif à 2 reprises. Qu'est-ce qu'on peut relever sur le plan des organes? On note des affections relatives au système endocrinien et également au système respiratoire. Le patient a, dans ses antécédents, a été hospitalisé et également c'est un hypertendu et également les comorbidités, c'est l'hypertension artérielle et puis le diabète. Est-ce que le patient est capable de mener pleinement ses activités de la vie quotidienne? La réponse est oui. Je peux avancer. Encore, tu peux remonter? Non, descends, continue, je veux dire. Voilà, donc voilà ici présenté en quelques mots le cas que nous allons maintenant résumer pour dire qu'il s'agissait d'un patient de 55 ans qui est salarié et qui a présenté en juillet 2021 une symptomatologie faite de toux, fièvre persistante de dyspnée avec une désaturation à 85%. La température, voilà, donc il y avait une fièvre, la température était à 39 degrés, une tension artérielle était à 170-90 mm de mercure, une tachycardie à 102 battements par minute, le poids de 90, la taille à 1,75 m, fréquence respiratoire 28 cycles par minute. C'est un diabétique et hypertendu connu ayant bénéficié de 2 doses de vaccin anti-COVID-19, notamment le vaccin AstraZeneca.
Les examens paracliniques réalisés ont permis de retrouver une numération formule sanguine qui était normale, une CRP élevée à 56. La glycémie était de 2,75, donc c'était une glycémie sans acétone, une hyperglycémie sans acétone. L'examen de P4 crachat était négatif. Le PCR à COVID-19 était positif. Donc, devant ce tableau-là, le patient a été hospitalisé, mis sur immunothérapie, traité par corticoïdes, antibiotiques et anticoagulants. Donc, les signes au bout de 10 jours ont régressé et cela a justifié le retour patient à domicile 15 jours après l'hospitalisation. Et plus tard, 3 mois plus tard, il y a une récidive des symptômes avec la survenue de toux, fièvre, accentuation de la dyspnée et encore une petite hospitalisation a été nécessaire. Et donc, lors de cette hospitalisation-là, le bilan a mis en évidence une hyperleucocytose à 12 500, à prédominance pour une de profil, une CRP élevée, glycémie à 1,75. Les P4 recherche de bacilles de corps étaient négatifs, les CPI étaient négatifs. La recherche de pneumocoque également était négative. L'examen de PCR est négatif à 2 reprises. Ensuite, devant ce tableau-là, le traitement mis en rouge était fait de corticoïdes, d'antibiotiques, une antibiothérapie, une oxygène-thérapie et un traitement anticoagulant. Donc, voilà ainsi résumé le cas de notre patient. D'accord. Merci beaucoup. Dr. Dessy. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux d'applaudissement à notre champion? Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais donc résumer ce cas. Donc, il s'agit d'un patient de 55 ans, diabétique de type 2, hypertendu connu, qui a présenté une dyspnée de stade 4 dans un tableau fébrile 3 mois après sa guérison de la phase aiguë de COVID-19 et dans un tableau associé à une glycémie non équilibrée qui a bénéficié d'une prise en charge de sa dyspnée et qui vient être présenté par notre champion pour discuter de sa prise en charge de son diabète. Donc, docteur Dessy, est-ce que j'ai bien résumé votre cas? Oui, je pense que le résumé est parfait. C'est très bien le cas du patient. D'accord. Okay. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux échanges. Donc, je vais m'adresser à la communauté pour vos questions de clarification sur ce cas qui a été présenté. Donc, vous avez la parole pour vos questions de clarification. Chers membres de la communauté, on vous attend pour échanger. Voilà. Docteur Ismaïla, allez-y, votre question. D'accord, merci au présentateur, merci aussi à l'équipe d'experts qui nous entretient aujourd'hui sur ce sujet assez important pour nous. Et merci particulier à Dr. Aka Félix, que je remercie particulièrement. J'ai une préoccupation, c'est surtout les corticoïdes qui ont été institués chez ce patient diabétique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque chez un patient qui est diabétique et à qui on a prescrit des corticoïdes? C'est juste ma question. OK, merci beaucoup. Je pense que cette question, alors, on va l'adresser à l'expert. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification dans la communauté? Docteur Palouki, vous n'avez pas de questions de clarification sur ce cas? Oui, président docteur Kouassi, j'ai des questions. Merci Oui, au présentateur. Merci au docteur Dessy et à toute l'équipe pour
cette présentation vraiment qui est importante, surtout le diabète et cette comorbidité dans beaucoup de situations en fait. Bon, premièrement, sur les diapositives, je souhaiterais voir si ce n'est pas une erreur au niveau du poids, parce qu'en haut, c'était 70 kg, par la suite 90 kg. Bon, ma question, c'est au niveau de la corticothérapie. En fait, on a vu que, premièrement, c'était la dexaméthasone qui a été utilisée. Par la suite, maintenant, c'est le prénisolone qui a été utilisé. Concrètement, pourquoi ce changement de cortico entre les deux situations? Est-ce que, à la fin, est-ce qu'il y a une recommandation parmi les corticoïdes qui sont plus indiqués? Au-delà du fait que le collègue a posé la question sur l'effet hyperglycémien de la cortico aussi. Donc, bon, qui nous donne plus de claircissement. Merci beaucoup. D'accord. OK. Donc, je pense que l'expert prend note, ou bien on laisse ça à l'expert, notre champion. Allô? Oui, je pense que l'expert va vous apporter des... D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification sur ce cas? Oui? Docteur, allez-y. Vos amis de la Mauritanie. Bonjour, moi c'est Dr Abdelrahman Barakchi du CUSP de la Mauritanie. Donc merci aux champions du jour, merci donc à toute l'équipe. Je voudrais savoir ce que j'ai pas raté par rapport à la date de diagnostic du diabète. Est-ce que ce patient-là était connu diabétique avant ou bien, c'est-à-dire la période d'évolution de son diabète, ça fait combien de temps qu'il était connu diabétique? Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Docteur Dessy, vous avez entendu la question? Oui, c'est bien noté. Vous pouvez répondre? Oui, allô? Oui, qui a la main levée? Oui, c'est Dr Minimono. D'accord, OK, allez-y. Puis on va donner la parole tout à l'heure. Voilà, le patient présenté par notre expert ayant des comorbidités, hypertendu, diabétique. Est-ce que le malade était soumis à des traitements liés à ces comorbidités? Parce que dans la présentation, au niveau de ses antécédents, on a parlé de ces comorbidités, mais on n'a pas entendu si le malade est sous un traitement lié à ces deux comorbidités. D'accord. OK, donc vous voulez savoir sous quel traitement le patient était par rapport à ces deux comorbidités. D'accord, l'hypertension et puis le diabète. Merci beaucoup. Donc, docteur Dessy, est-ce que pour ces deux questions, je peux répondre déjà si tu as les informations? Okay, merci bien. D'abord, au sujet de la durée de son diabète, il faut dire que c'est un diabète relativement récent, évolue entre 3 à 4 ans. Deuxièmement, pour la prise en charge, il faut préciser que le patient est sous traitement antihypertenseur et antidiabétique, mais antidiabétique oral. La nature des traitements n'ont pas souvenir de la nature des molécules. D'accord. OK. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification dans la communauté? Sinon, on va passer à notre expert. C'est bon pour vous? OK. Marie-Cécile Kakou, enfin une dame. Allez-y. Merci beaucoup à l'exposant et à toute l'équipe. Moi, j'aimerais savoir, après la deuxième hospitalisation, le devenir du patient. Merci. Oui, docteur Désir. Bonjour. On n'a pas de nouvelles de ce patient après sa sortie d'hospitalisation. Voilà. OK. Donc, juste compléter ici pour dire que ce patient a été pris en charge dans un service de pneumologie par rapport à sa COVID long et par rapport aux signes de sa dyspnée. Et après, voilà, il est sorti. Donc, notre DC est venu présenter le patient pour qu'on puisse voir comment traiter, prendre en charge ce patient sur le volet
diabétique. Merci beaucoup. Oui, docteur Palouki, vous avez Président, une autre question? c'est juste une question pour ça. Bon, c'est juste par rapport au traitement du diabète chez ce patient. En fait, bon, j'ai pas bien suivi ce que le présentateur a dit concrètement. C'est quel ado ils ont initié? Est-ce que au cours de l'installation, il serait pas souhaitable d'aller avec les chimiothérapies, bien de faire carrément un bilan par rapport à son diabète, surtout que la glycémie était à 2,75. Qu'en est-il de la cétonurie et puis, si possible, l'hémoglobine glyquée, etc. Qu'est-ce concrètement par rapport à ce cas, qu'est-ce que le médecin a fait, quoi? Surtout par rapport au diabète qui était là et puis une glycémie élevée, un peu élevée comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont initié comme traitement? Si possible, la molécule elle-même, parmi les ados. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur Palouki. Je crois que c'est la raison de la présentation de ce cas par notre champion pour savoir comment, ensemble, nous allons prendre en charge ce patient sur le volet diabétique. Donc, merci. Tout à l'heure, on va laisser la parole à notre expert. Il pourra nous en dire plus, et puis ensemble. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions de clarification, je vais me tourner vers l'expert pour ces questions de clarification avant que nous ne passions aux recommandations pour voilà. Docteur Aka. Merci, docteur Kwasi. Merci à toute la communauté ECHO. Je lisais ton mail, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Je pense que c'est le slogan de cette communauté. Tu dis, on apprend tous des uns des autres et on a dit tous enseignent et tous apprennent. Je pense que ça, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé en tous les cas. Je vais profiter pour saluer mon ami et frère, docteur Doumbia, le DD de APA, à Djamé Plateau et puis à Tekoubé. En termes de questions de clarification, je pense que les collègues ont soulevé de très bonnes questions. La durée du diabète, on nous a dit, c'est un diabète qui est récent, donc il date de moins de 5 ans, 3 à 4 ans. La nature du traitement que prenait le patient initialement, il était sous antidiabétique oraux, selon le présentateur, mais il n'a pas pu avoir le nom exact des molécules du fait que le patient, certainement, a dû les oublier. Qu'en est-il donc du contrôle métabolique, donc la valeur de l'hémoglobine glyquée? Et tout ça, donc, reste inconnu. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où ce patient a été pris en charge, son diabète était déséquilibré sur la base de la glycémie qui était à 2,75 g. Et c'était une glycémie donc non cétosique parce que la cétonurie a été revenue négative. Autre élément également qui est important, parce que il est important de pouvoir éliminer une autre condition médicale qui pourrait s'exprimer par la dyspnée avec laquelle le patient est venu. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. Est-ce que ce patient diabétique hypertendu, donc il y a de grands facteurs de risque cardiovasculaire, donc il y a très haut risque cardiovasculaire, qui décompense sur le plan respiratoire et sur le plan métabolique? Est-ce que ce n'est pas au niveau pulmonaire, est-ce que ce n'est pas un asthme? Est-ce que ce n'est pas une bronchopathie chronique obstructive, par exemple, parce qu'on n'a pas d'antécédent de ce patient sur le plan tabagique ou alcoolique? Bon, tout ça, ce sont des informations qui ne sont pas contenues dans le cas. Auquel cas, il faut donc éliminer une atteinte respiratoire autre que le COVID, ou la COVID d'ailleurs. Il aurait fallu également, je pense que là, le présentateur ne l'a pas, si on avait des éléments de la radiographie pulmonaire, éventuellement, ou même du scanner, éventuellement, mais surtout, une atteinte cardiaque. Parce que on connaît les rapports étroits aujourd'hui entre le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Peut-être que ce patient avait une dysfonction ventriculaire gauche, donc une échographie cardiaque, voilà, aurait pu également nous aider, ou bien des bilans biologiques, notamment pour montrer l'atteinte du myocarde, donc le dosage donc, des BNP, des BNP également, dans un contexte même de dyspnée chez des patients diabétiques hypertendus, même un infarctus du myocarde peut être présent. Donc, doser la troponine ou bien réaliser un électrocardiogramme, tout ça nous aurait permis d'être beaucoup plus à l'aise. Parce qu'en définitive, je pense que le diagnostic de COVID long
voilà, comme on dit souvent, le virus du Covid joue la prolongation, parce que après la forme aiguë qui est féminine, on dit la COVID-19, la forme aiguë, mais la forme chronique devient masculine, on dit le Covid long. Bon, on va chercher à savoir pourquoi on est passé de la femme à l'homme. Bon, apparemment, tout ce qui dure, c'est l'homme. Bon, on verra bien. Voilà. Et donc, voici quelques éléments que je voulais relever ici, en attendant de pouvoir faire des recommandations, si c'est maintenant le moment ou bien si on va attendre juste un peu. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce diabétique hypertendu, donc à très haut risque cardiovasculaire, qui présente une dyspnée, il faut éliminer d'autres pathologies, d'autres conditions médicales avant d'attribuer sa symptomatologie à un syndrome post-COVID-19, donc à un Covid long. Et ça, vraiment, il faut s'assurer de cela, parce qu'avec une dyspnée stade 4, je pense que c'est le stade 4 de la NIA, qui donc montre que est-ce que le cœur n'a pas un souci derrière tout cela pour pouvoir arriver à poser le diagnostic donc, de Covid long. Donc, voici ce que je peux dire. Merci beaucoup à notre expert. Donc, comme il a dit, sans transition, je vais me tourner vers la communauté pour vos recommandations avant de m'adresser à notre expert pour ses recommandations. Donc, docteur Abdarrahman. Oui? Oui, je pense qu'il y a eu des, excuse-moi, effectivement, il y a eu des questions en ce qui concerne la psychothérapie. OK. Voilà, et donc je vais rebondir là-dessus rapidement. Oui, dans un contexte de diabète, c'est vrai, l'utilisation de corticoïdes, oui, la corticothérapie reste une étiologie d'un diabète lorsqu'on est dans le cas d'un diabète secondaire. Parce qu'on a 4 étiologies du diabète. On a le diabète de type 1, qui est donc ce diabète primitif qui peut être auto-humain ou non auto-humain. On a le diabète de type 2, qui est le plus fréquent et qui va concerner donc les adultes. À côté de ça, on a le diabète de type iatrogénique. Voilà, donc le diabète secondaire à une endocrinopathie, à une maladie ou bien à des traitements, notamment donc la corticothérapie qui est en premier lieu et puis également les antirétroviraux aussi. Et donc cette corticothérapie, effectivement, peut induire sur un traitement au long cours, quelle que soit la forme de la corticothérapie, qu'elle soit injectable, qu'elle soit par voie cutanée, avec la fameuse dépigmentation qui accourt dans nos régions, peut induire un diabète secondairement. Mais l'utilisation d'une corticothérapie de courte durée, comme ce fut le cas dans ce dossier-là, n'a pas d'impact, voilà, en termes de déséquilibre du diabète, parce que le diabète était déjà déséquilibré. Et ici, c'est plutôt le bénéfice à utiliser une corticothérapie dans un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui l'emporte sur le risque métabolique de déséquilibrer ou d'induire un diabète. C'est ce que je pouvais dire. Donc, on peut utiliser des corticoïdes chez les patients diabétiques, mais en encadrant cela, en accord donc entre le diabétologue et le prescripteur, qu'il soit un rhumatologue ou un pneumologue, il y a des médicaments qui peuvent permettre chez le patient diabétique donc d'utiliser les corticoïdes. Merci beaucoup à notre expert pour ces éléments de réponse. Et donc, chers membres de la communauté, avez-vous des recommandations à formuler pour aider notre champion à la prise en charge de ce patient donc, devant ce tableau-là de son diabète? Docteur Palouti, est-ce que vous avez des recommandations? Merci beaucoup, docteur. Bon, par rapport aux recommandations, c'est ce que l'expert vient de dire. Chez ce patient diabétique, d'abord, il fallait surtout chercher à avoir l'hémoglobine glycée, puisque ça fait déjà 2 ou 3 ans. Donc, en fonction de l'hémoglobine, on saura si même les antidiabétiques oraux utilisés par le patient, est-ce que c'est adéquat ou bien il faut aller carrément par voie injectable, vu que le patient était hospitalisé. La seconde chose, bon, l'expert a abordé ça, mais moi, j'aime pas trop. Ce que moi, j'ai voulu comprendre, c'est par rapport, il y a plusieurs corticoïdes, mais souvent, les internistes ou bien les diabétologues savent quel type de corticoïde, quel type, c'est-à-dire que si c'est la dexaméthasone, ou bien c'est bêta-méthasone, ou bien c'est prénul, il faut utiliser. Donc, c'est un peu à ce niveau que je voulais aussi qu'on en parle un peu sur la corticoïde. C'est vrai que les corticoïdes ont l'air d'avoir la même valeur, mais les internistes et les diabétologues savent mieux qui utiliser dans ce cas, quoi. Merci.
D'accord, je pense que l'expert va revenir là-dessus tout à l'heure au cours de sa présentation sur ce point-là bien précis. Merci beaucoup pour la première recommandation par rapport au dosage et l'hémoglobine. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Docteur Numa, vos Oui, recommandations? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà, j'ai un patient présenté par notre présentateur. Effectivement, ce sont des comorbidités là qui aggravent même la situation des personnes vivant avec la COVID-19. Donc, il serait mieux aussi de se renseigner très spécifiquement sur le traitement adapté, parce que ce sont des comorbidités susceptibles d'aggraver la situation de la personne. Et surtout, il y a une atteinte pulmonaire qui est là déjà avec une dyspnée, et aussi c'est une personne hypertendue. Donc, il serait mieux aussi de dépenser à ces deux traitements-là afin que la personne puisse se rétablir et aussi retrouver son état de santé. Et aussi, il serait aussi important aussi d'informer le plus souvent le devenir de la personne après les deux hospitalisations et savoir le devenir. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Quel membre de la communauté, avez-vous encore d'autres recommandations? Sinon, je vais me tourner vers l'expert. OK. Oui, docteur, allez-y. Merci, docteur Kouassi. Donc, voilà. Après, merci, docteur Kakou va prendre la parole. merci à l'expert du jour. C'était juste par rapport aux recommandations, je pense que même l'expert l'a évoqué. C'est toujours par rapport à ces patients pour qu'ils soient mieux pris en charge, tout ça. Il faut que vraiment l'interrogatoire essaie aussi de contourner, de parler de tous les volets, c'est-à-dire notamment la notion de tabagisme. C'était très important de vraiment de clarifier, de dire carrément il n'y a pas de notion de tabagisme, il y a un tabagisme actif ou passif. En tout cas, c'est important sur ce point d'interrogatoire. C'est vraiment important de mentionner tous ces éléments-là qui peuvent après avoir un diagnostic différentiel par rapport à la COVID-19 et tout ça. Et ça, c'est d'un point. L'autre point, c'est par rapport à l'utilisation des corticoïdes. Je pense qu'en tout cas, notre exemple ici en Mauritanie, au début de la COVID-19, le comité scientifique avait retenu l'utilisation de la dexaméthasone. Peut-être, je pense que c'était beaucoup plus utilisé avant. Il y a d'autres pays où le protocole, il y avait les méthylprednisolone, tout ça. Je pense aussi que la disponibilité sur le marché national et les quantités en réserve, je pense que ça aussi a joué beaucoup sur le protocole des pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos amis de la Mauritanie. On va terminer par Dr Kakou pour sa recommandation et puis nous allons nous tourner vers l'expert. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais intervenir au niveau des mesures hygiéno-diététiques dans la prise en charge du patient, vu que c'est des pathologies chroniques et puis voilà, savoir un peu comment est-ce que le patient, est-ce qu'il suit ses médicaments et également tout ce qui est mesures d'accompagnement. Merci. D'accord, OK. Donc, prendre en compte les mesures hygiéniques, c'est ça? Oui. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. OK. Notre expert, Dr Aka, pour la synthèse de toutes ces recommandations et puis vos recommandations également. Merci. Merci, Dr Kouassi. Les membres de la communauté ont fait des recommandations assez pertinentes qu'il faut retenir. Et je suis d'avis avec eux. Le docteur, c'est Numa, non, je pense, du Tchad, c'est ça, non, de la Mauritanie, qui a parlé tout à l'heure et qui a dit qu'il fallait être beaucoup plus incisif. Et il a raison à l'interrogatoire pour avoir des informations essentielles sur les patients, et notamment cette notion de tabagisme ou d'alcoolisme qui manifestement a fait défaut, et puis aller beaucoup plus loin aussi en termes de comorbidité, quels sont les traitements que prend le patient, aussi bien pour le diabète, pour l'hypertension artérielle. Et certainement, je pense que
ce patient-là étant à très haut risque cardiovasculaire a probablement des statines dans son traitement, mais bon, on n'a pas d'informations sur ces points-là. Donc bon, c'est vraiment dommage, mais à l'avenir, ça fait partie des recommandations, c'est vraiment de faire un interrogatoire assez policier, fouillé, pour avoir toutes les informations, d'autant plus que la pathologie COVID-19 qui a surpris le monde entier et donc qui a bouleversé un peu tout ce qu'il y a comme science, est venue secouer un peu toute la communauté. Et on a vu que les patients porteurs de maladies chroniques, donc, étaient ces personnes-là qui ont payé un lourd tribut à la COVID-19. Donc, il est bon de fouiller un peu plus. Ensuite, pour arriver donc au syndrome post-COVID-19, je crois que les scientifiques, les professionnels de santé se battent aujourd'hui, parce que ce que j'ai pu avoir comme information en France, on va passer, comme ça a été pour le cas pour l'infection à VIH il y a une trentaine d'années, qui est devenue aujourd'hui une maladie chronique. Certainement que le syndrome post-COVID-19 deviendra bientôt une affection de longue durée. Et donc, on devrait s'attendre à vivre avec cela. Et donc, notre patient en question aurait donc 3 maladies chroniques, le diabète et l'hypertension artérielle, à laquelle viendront s'ajouter maintenant le syndrome post-COVID-19, qui, manifestement, risque d'être une affection de longue durée. Mais avant de poser le diagnostic de COVID-19, parce que manifestement, il n'y a pas d'éléments cliniques et d'éléments biologiques ou d'éléments paracliniques qui permettent de confirmer un syndrome post-COVID-19 ou bien un long COVID. Il n'y a pas d'éléments. Donc, le diagnostic du long COVID est un diagnostic d'élimination. Ouais. C'est un diagnostic vraiment d'élimination. Donc, il faut d'abord, comme on dit, éliminer toutes les pathologies qui pourraient avoir cette symptomatologie, parce que ces personnes-là ont plusieurs symptomatologies, mais le cas clinique, c'était vraiment le groupe où c'est les difficultés respiratoires, ou en définitive aboutit au COVID long. Ça, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et ce COVID long-là, que le patient ait eu un épisode aigu simple ou un épisode aigu compliqué, il peut développer un COVID long. En termes de traitement, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, quelqu'un l'a subodoré. Il y a des indications d'insulinothérapie. Dans un épisode aigu, il est bon d'arrêter tout ce qui est antidiabétique oral et de proposer une insulinothérapie qui va donner de meilleurs résultats en termes de contrôle de la glycémie. Donc, voici, docteur, voici ce que je peux dire. Voilà. Et concernant la dexaméthasone, la prednisolone, l'autre l'a dit, c'est une question aussi de disponibilité. Mais ces corticoïdes diffèrent par leur puissance d'action. Voilà. La dexaméthasone a une puissance d'action. Et en tant que diabétologue, en fonction du type de corticoïde qui est utilisé, on apporte également des traitements, mais notamment l'insulinothérapie. Pour la dexaméthasone, c'est l'utilisation d'une insuline lente, notamment une analogue qui permet de mieux corriger, parce que la dexa, durant dans le temps, il faut donc une insuline qui soit prolongée pour maîtriser les effets, comment on appelle ça, extra-inflammatoires, donc de la dexaméthasone. Et pour la prednisolone, il y a également un autre schéma insulinique qu'on peut également utiliser. Donc, voici ce que je voulais dire en termes donc de... D'accord. Merci beaucoup, docteur Aka, pour ces recommandations. Donc, docteur Dessy, est-ce que ces recommandations-là, vous pourriez quand même les appliquer à votre niveau et peut-être voir référer le patient chez le spécialiste? Est-ce que ces recommandations sont applicables? Merci, madame, docteur Kwasi. Effectivement, ces recommandations sont à notre portée, parce que partant de l'interrogatoire, nous allons rechercher plus d'informations sur les antécédents, le mode de vie du patient
jusqu'à l'adaptation thérapeutique du traitement du diabète. Je pense que ce sont des recommandations qui ne sont pas hors de notre portée et que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, à vous remercier pour ces éléments d'éclairage et de réponse. Merci beaucoup. On ne m'entend pas. Faut vous rapprocher du micro. C'est bon? Vous n'avez pas compris? Voilà, ça va maintenant. OK. Vous avez compris ce que C'est vous bon? avez dit? Oui. Bon, OK. OK. Merci beaucoup. Non, merci, Dr. Dessy, pour ce cas très intéressant et complexe qui a été présenté. Et donc, chers membres de la communauté, est-ce que nous pouvons remercier notre champion du jour pour ce cas qui a été présenté, envoyant des signaux pour lui dire merci. Et puis, nous allons donc, sans transition, laisser toute la place à notre expert pour sa présentation didactique. Donc, Dr. Aka, vous avez la place pour nous enseigner pratico-pratique. Haïti, la présentation de l'expert. Merci. On va donc continuer. Je pense que la thématique est assez intéressante pour qu'on échange, qu'on apprenne les uns des autres. C'est à dessein donc que j'ai voulu parler de la COVID-19 et du diabète. C'est vrai que le titre que l'on subit du diabète de type 2, présentant un tableau de COVID, non. Mais bon, on abordera surtout en termes de suivi les aspects médicamenteux, donc qu'on pourrait utiliser chez les patients diabétiques qui ont présenté un COVID non. Diapositive suivante. Voilà. Et donc, cette présentation va s'articuler autour des points suivants. Le diabétique et le risque d'infection au COVID-19. Le diabétique et le risque, ce sera sous forme de questions. Le risque de forme sévère de COVID-19 pour arriver au COVID long, en termes donc de définition et de prévalence dans le diabète de type 2, et puis éventuellement, quels sont les impacts possibles du traitement médicamenteux chez le diabétique de type 2 qui a un COVID long, avant de faire quelques recommandations. Diapositive suivante. Alors, la première question, c'est est-ce que le patient diabétique est plus à risque de contracter une infection à COVID-19 qu'un patient en population générale? C'était ça vraiment l'une des grandes questions lorsque le monde s'est réveillé avec ce tsunami, on pourrait le dire ainsi, de cette infection virale qui a défrayé la chronique, qui a mis le monde entier au repos. Mais pour répondre à cette question, il n'y a pour l'instant aucune preuve, alors quand les études ont commencé, que le risque de COVID-19 était plus élevé chez les personnes diabétiques. En effet, la prévalence du diabète chez les personnes COVID-19 positives non hospitalisées est comparable à celle donc de la population générale. Donc, c'était vraiment un certain nombre d'études qui avaient permis donc d'aboutir à cette conclusion-là, que le fait d'être diabétique ne vous mettez pas plus à risque de contracter une infection à COVID-19 qu'un individu non diabétique, parce que ça avait vraiment défrayé un peu la chronique. Donc, deuxième question, diapo suivante. Est-ce que les patients diabétiques qu'on a catégorisés dans les populations sont à sur-risque de faire des formes sévères? Parce que c'était ça. Ils n'ont pas de sur-risque de faire un épisode de COVID aigu par rapport à la population générale. Mais à la question de savoir si le patient diabétique contracte le COVID-19 ou la COVID-19, ça va s'exprimer sous quelle forme? Donc, un certain nombre d'études, dès le début de la crise en Chine, aux États-Unis, comme j'ai pris comme référence, très rapidement, des facteurs de mauvais pronostic ont été identifiés. C'était des sujets âgés de plus de 70 ans déjà. C'était surtout des sujets de sexe masculin. Et on a montré que ces patients-là, il y avait la comorbidité telle que le diabète
qui était en tête de liste, qui montre bien que les patients diabétiques étaient ou faisaient plutôt des formes sévères de COVID-19. Et puis, on a vu donc, pour corroborer cela, les premiers travaux en Chine qui avaient montré que 12 à 22% des diabétiques étaient présents chez les patients hospitalisés pour COVID-19, donc dans la forme aiguë, on peut le dire aujourd'hui. Et puis, aux États-Unis, dans une maison de retraite, le travail qui a été réalisé a montré que 6% des diabétiques chez les COVID-19 étaient non hospitalisés, 24% des diabétiques chez les COVID-19 ont été hospitalisés mais ne sont pas allés aux soins intensifs, et 32% des diabétiques chez les COVID-19 ont été hospitalisés et ont été mis aux soins intensifs. Donc, ce qui montre bien que les patients diabétiques avaient donc ce surrisque de faire des formes sévères de COVID-19. Diapo suivante. Alors, quelles ont été les pistes d'hypothèses donc qui ont été énoncées pour expliquer ce surrisque de forme sévère à partir donc de ces données-là, qui étaient les premières données qui sont sorties. Il y a eu aussi également une étude en Italie dont je n'ai pas souvenir donc des résultats. Donc, les hypothèses physiopathologiques ont été donc émises à ce propos pour les patients diabétiques donc, qui avaient le surrisque de forme sévère. Mais comme hypothèse, on parle de l'augmentation de l'expression de l'ACE, qui est donc le récepteur de l'enzyme de conversion chez les patients diabétiques. Et tant on sait que cette enzyme-là est préférentiellement liée au virus SARS-CoV-2, qui a donc une affinité élevée pour ces récepteurs donc, des récepteurs de l'angiotensine de type 2. Ça, c'est une hypothèse physiopathologique. Ensuite, et cela est connu, le diabète de type 2, parce que quand je parle de diabète, c'est surtout le diabète de type 2, que les états d'hyperglycémie contribuent à altérer la réponse du système immunitaire. Ça, c'est vrai parce que dans la réaction immunitaire de l'organisme, l'insuline a un rôle majeur dans cette réponse immunitaire, ce qui fait que l'immunité de type cellulaire chez les patients diabétiques est altérée, mais l'immunité de type humoral, elle est conforme à la population non diabétique. D'ailleurs, ce qui a permis de montrer donc l'efficacité donc des vaccins chez les sujets donc diabétiques en termes de protection, de prévention contre la COVID-19. Et puis, on le sait aussi que le diabète s'accompagne notamment de l'insulinorésistance donc, qui est présente au cours de l'obésité, parce que quand on parle de diabète de type 2, ça s'accompagne d'obésité. Et qui dit diabète de type 2, qui dit obésité, dit sur le plan physiopathologique insulinorésistance. Qui dit insulinorésistance va parler d'hyperinsulinisme. Or, ce sont toutes ces conditions-là vont créer donc des réponses pro-inflammatoires au niveau donc de l'organisme qui va rester très exagéré. Et tout cela peut entraîner l'apparition de formes sévères en cas de COVID-19 chez les patients diabétiques. Diapositive suivante. Et donc, comme je le disais tantôt, le coronavirus SARS-CoV-2 a décidé de jouer les prolongations après la phase aiguë. Donc, la COVID-19 forme aiguë est en train de se transformer, pour ne pas dire qu'elle s'est déjà transformée en COVID long. Donc, la prolongation continue. Nous espérons ne pas arriver au tir au but. Donc, le coronavirus SARS-CoV-2, qui est responsable de la maladie COVID-19, peut entraîner des symptômes jusqu'à 7 à 9 mois après le diagnostic. Et je crois que c'est un groupe de travail aux hôpitaux universitaires de Genève qui ont attiré l'attention. J'ai été les premiers à faire ces constats-là. Et on parle de post-Covid, on parle de Covid long, de long Covid, on parle aussi de syndrome post-Covid-19. Mais toutes ces appellations désignent la même chose. Ça décrit la maladie chez des personnes qui, plusieurs semaines après l'infection, ça peut être 1 mois, 3 à 4 semaines, 1 mois après l'infection, ont encore des symptômes. Perte du goût, perte de l'odorat, la toux, la fatigue, les maux de tête, l'essoufflement, vraiment, tous ces symptômes-là qui ont permis de faire le diagnostic
de la COVID-19 reste présent après 1 mois, voire 4 semaines après l'épisode aigu. Parfois, même chez des patients, il n'y a même pas d'épisode aigu. Il reste dans l'évolution des symptômes au-delà donc de 4 semaines, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le post-Covid ou Covid long. En termes de prévalence, diapo suivante, l'Organisation mondiale de la santé aussi désigne par Covid long les symptômes à long terme qui apparaissent chez certaines personnes après une infection par le coronavirus. C'est un peu la même chose. Et ces symptômes-là vont de la fatigue à la difficulté à respirer en passant par la confusion ou des douleurs musculaires. On dénombre plus de 200 symptômes qui peuvent apparaître dans des constellations très différentes. Ce que l'on sait, c'est qu'on peut regrouper ces patients-là disons, en 3 groupes, voire peut-être 4 groupes. Le premier groupe, donc, est le groupe 1, c'est ces patients qui vont présenter des problèmes respiratoires, comme ça a été le cas avec le support que nous avons eu par rapport à ces cas cliniques-là. Et ces patients-là vont donc pouvoir bénéficier d'une prise en charge, notamment d'une rééducation sur le plan respiratoire. On peut avoir également un groupe de patients qui, eux, vont avoir vraiment une symptomatologie psychologique. C'est ça, notamment ce que les experts ont qualifié de choc post-traumatique. Et c'est des personnes qui peuvent avoir donc la dépression, qui peuvent avoir des troubles de mémoire, etc. Et puis, on a un troisième groupe de personnes présentant un syndrome de long COVID, qui sont des personnes qui vont bénéficier d'une rééducation à l'effort parce qu'ils ont été confinés pendant des mois et donc ils ont perdu toute possibilité de faire l'activité physique. Et donc, ces personnes-là devraient bénéficier de ce qu'on appelle le déconditionnement. Et puis, bon, d'autres écrits décrivent un 4e groupe qui est un groupe beaucoup plus hétérogène, qui va présenter des patients qui vont avoir à la fois des problèmes cognitifs, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs. Et donc, en catégorisant ces personnes ayant le COVID long, ce qui permet donc de leur proposer des prises en charge un peu plus spécialisées. Diapo suivante. Alors, on a vu la définition du COVID long, mais il y en a elles sont variées. Mais quelle est la prévalence de ce COVID long-là chez les patients diabétiques de type 2? Si l'on a vu avec des études qui ont été faites que le diabétique de type 2, notamment, a un surrisque de présenter des formes sévères, mais quid donc du COVID long? Alors, il y a ce travail que nous avons, qui est apparu donc, en mai 2024, voilà, dans le Lancet, qui nous montre bien qu'on a une prévalence élevée de COVID long chez les hommes diabétiques de type 2 versus les hommes non diabétiques de type 2. Ensuite, cette prévalence de COVID long, elle est très faible chez les femmes diabétiques de type 2 versus les femmes non diabétiques de type 2. Mais toujours est-il que la prévalence est identique en termes de COVID long chez les hommes et chez les femmes diabétiques de type 2. Donc voilà cette population-là qui a un surrisque de faire des formes sévères dans la phase aiguë. Quand elle échappe à cette phase aiguë et que la maladie se transforme en forme chronique, voilà que les patients diabétiques également payent le lourd tribut à ce COVID long comparé à la population générale. Pour ce que j'ai pu lire, on était autour de 20 à 30% chez les formes en population générale, donc qui reste en deçà de la prévalence chez les diabétiques de type 2. Diapo suivante. Alors, dans un tel contexte, quels sont les traitements qu'on pourrait proposer pour prendre en charge ces patients-là, diabétiques de type 2, avec COVID long? Mais déjà, il faut je ne suis pas spécialiste de cela, mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des traitements symptomatiques pour traiter le COVID long. À côté du traitement symptomatique, on a des traitements spécifiques, mais en termes donc de maladies chroniques, comment prendre en charge le diabète,
en termes de maladie chronique, l'obésité ou bien la maladie rénale chronique, parfois, qui reste déséquilibré par l'infection. Et puis, pour le Covid long, n'oublions pas que l'aide psychologique reste très, très, très importante. Mais regardons maintenant, si vous voulez, en termes de médicaments qu'on peut utiliser chez les patients diabétiques de type 2 qui vont présenter un Covid long. Diapo suivante. On a tous les médicaments mis à disposition des diabétiques de type 2 peuvent être utilisés chez un diabétique de type 2 qui présente un Covid long. On a le médicament de référence, qui est la metformine, qui peut être utilisé. C'est la thérapie de première ligne dans le diabète de type 2. Le mécanisme d'action, il est complexe, mais il est susceptible de réduire la survenue de formes sévères de COVID-19. Ça a été cité dans différentes études observationnelles. Ce n'est pas des études en essai contrôlé, randomisé, mais c'est des études observationnelles. Que les patients diabétiques qui étaient sous metformine, mais la survenue de formes sévères était beaucoup plus réduite dans ce groupe de patients de par l'activité anti-inflammatoire de la metformine. Oui, donc soit dit en passant que la metformine a des effets extraglycémiques qui sont intéressants. Alors, cette metformine-là peut être utilisée en cancérologie, en gynécologie, et vraiment, c'est une molécule formidable qui a des effets qui vont au-delà du contrôle glycémique. Autre molécule également, diapo suivante. Donc, toujours parlant de la metformine, donc thérapie de première ligne, on a déjà dit. En cas de situation aiguë, effectivement, au début de la prise en charge, en fait, en raison du risque de dégradation de la fonction rénale qui pouvait favoriser la survenue d'une acidose lactique, il avait été recommandé au début de la pandémie d'interrompre le traitement par metformine et d'envisager une thérapeutique alternative pour assurer un bon contrôle métabolique. Mais après, on s'est rendu compte que cette metformine avait des effets vraiment assez intéressants pour réduire la survenue de formes sévères. On craignait surtout qu'on était dans un état donc, de situation aiguë, que dans un contexte de situation aiguë, la crainte d'une acidose lactique, mais qui reste, de mon point de vue, une complication livresque, parce qu'on voit de mémoire d'endocrinologue, je n'ai jamais vu de patient ayant fait une acidose lactique. Par contre, j'ai vu les patients qui faisaient toutes les autres formes de complications, parce que la metformine, elle permet d'éviter vraiment cette acidose lactique-là. Voilà. Diapo suivante. Également, en termes de traitement spécifique chez le patient diabétique de type 2, cette étude-là également, qui est tout aussi récente et que j'ai tirée du Lancet, l'étude publiée dans la revue Lancet Infectious Disease a rapporté sur 1126 personnes en surpoids et obèses aux États-Unis. La moitié de ces personnes recevaient de la metformine et l'autre moitié un placebo dans les jours qui ont suivi un test positif au COVID. Et ce qu'on a remarqué au bout donc de 300 jours, c'est que les patients qui étaient sous metformine, il y avait une réduction de 40% du risque de développer un COVID long. Donc ça fait vraiment des résultats intéressants qui ont été faits vraiment en respectant tout ce qu'il y a comme design des essais cliniques randomisés. Diapo suivante. Après la première classe qui reste la metformine, dont on voit le bénéfice de la metformine chez les patients diabétiques de type 2 qui ont eu un COVID aigu en termes donc de réduction du risque de survenue d'un COVID long. Les autres médicaments vont participer également, les autres classes thérapeutiques, au contrôle métabolique. Il y a les sulfamides d'hypoglycémia. Également, chez eux, l'utilisation était non recommandée en cas de forme aiguë de COVID-19, et vous l'avez sans doute compris parce que dans un tel contexte, c'est surtout l'insulinothérapie qui avait droit de citer. Diapo suivante. Une autre classe thérapeutique, les inhibiteurs de la DPP4, sont des médicaments qui sont très bien tolérés et
On a pu montrer que la pénétration cellulaire du SARS-CoV-2 apparaît indépendante donc, du récepteur de la DPP4. Donc, naturellement, il n'y avait pas de raison théorique pour modifier le traitement chez les patients qui étaient déjà sous inhibiteur de la DPP4 et qui présentaient un épisode de COVID aigu. Diapositive suivante. Une autre classe thérapeutique qu'on appelle les inhibiteurs de SGLT2 qui ont révolutionné la prise en charge du diabète de type 2. Et comme on le dit, c'est un en 3. Cette classe thérapeutique, non seulement qui a été conçue pour contrôler le diabète chez les diabétiques de type 2, a des effets bénéfiques. Cela a été bien prouvé dans des études avec des niveaux de preuves élevés pour réduire, pour avoir donc des effets bénéfiques au niveau cardiaque, au niveau de l'insuffisance cardiaque, pour avoir des effets bénéfiques au niveau de la maladie rénale chronique. Donc aujourd'hui, les inhibiteurs de SGLT2 sont vraiment un médicament de choix chez les personnes vivant avec un diabète de type 2. Et les recommandations actuelles, en fonction donc de COVID-19, proposent d'interrompre ces traitements lors de toute pathologie aiguë, incluant l'infection par le SARS-CoV-2. Donc, en phase aiguë, on ne va pas utiliser ces inhibiteurs du SGLT2. On pourrait utiliser d'autres molécules, notamment on a parlé de la metformine, de l'insuline et des inhibiteurs de la DPP4. Diapositive suivante. Et puis, il y a aussi une autre classe thérapeutique, les analogues du GLP-1, qui défraient la chronique aujourd'hui parce que utilisés hors AMM, ces analogues du GLP-1 qui ont un effet bénéfique, surtout chez les femmes qui veulent perdre du poids, voilà, qui aujourd'hui remplacent quelque part avec des études qui ont été faites la chirurgie bariatrique dans les obésités de type morbide. Et je crois que l'ARP nous a envoyé un message disant qu'on observe des faux médicaments, des analogues du GLP-1 qui sont de mauvaise qualité parce qu'aujourd'hui, ces médicaments utilisés pour le diabète sont rentrés dans le domaine de l'esthétique et les femmes en abusent. Il n'y a donc pas de recommandation à interrompre cette classe au décours d'une pathologie aiguë et notamment en cas d'infection par le SARS-CoV-2. On peut également continuer à utiliser des analogues du GLP-1 si nous sommes en phase aiguë. Diapositive suivante. Et enfin, l'insuline, qui reste le médicament de choix, qui a des effets immunomodulateurs indépendants du contrôle glycémique, ça c'est très important. Cette insuline qui va réduire la production de facteurs pro-inflammatoires. Voilà, donc le diabétique en déséquilibre avec sa COVID de forme aiguë, on va voir qu'effectivement, c'est des conditions pro-inflammatoires qui sont exagérées et l'usage de l'insuline donc va permettre de réduire ces facteurs pro-inflammatoires, donc les tumeurs nécrosis factors, les interleukines de type 6 et également l'insuline pourrait exercer une action protectrice contre le SARS-CoV-2 avec atteinte pulmonaire en restaurant l'expression des récepteurs de l'angiotensine, des récepteurs d'angiotensine de type 2 à la surface cellulaire et en réduisant les niveaux d'angiotensine 2. Il n'y a donc pas de recommandation à interrompre cette classe thérapeutique au décours d'une pathologie aiguë. Et bien au contraire, il faut utiliser l'insulinothérapie en phase aiguë de COVID-19 chez les patients diabétiques. Diapositive suivante. Le contrôle de l'hyperglycémie par l'insuline est crucial. Et donc, une administration précoce d'insuline réduit le risque de développer une acidocétose ou un état d'hyperosmolarité. Et également, l'usage de l'insuline est associé à une meilleure évolution et à une réduction du taux de mortalité. Ça, c'est dans toutes les infections aiguës chez les patients diabétiques. Le fait d'utiliser l'insuline permet donc d'avoir un gain en termes donc, de réduction du taux de mortalité avec ce qu'on appelle, on décrit souvent la courbe en U. Voilà, la courbe en U. D'autres travaux ont montré que le contrôle de l'hémoglobine glyquée n'avait pas une grande importance, mais c'était surtout les hyperglycémies aiguës. Voilà, une hyperglycémie aiguë est un facteur péjoratif qui peut donc aggraver la mortalité. Et il y a une courbe en U qui est décrite entre 1,40 g et 1,80 g. Quand vous êtes en dessous de 1,40 g, vous allez augmenter la mortalité. Quand vous êtes au-delà de 1,80 g, vous allez augmenter la mortalité. Donc, il faut rester entre 1,40 et 1,80 g, qui est donc l'intervalle de sécurité chez les personnes qui présentent donc une hyperglycémie aiguë au décours d'un syndrome
d'un Covid aigu, d'un syndrome coronarien aigu ou d'un accident vasculaire cérébral. Ce sont donc ces données-là qui font que l'insuline reste le traitement de choix en cas d'épisode aigu dans un diabète de type 2. Diapositive. Pour finir, donc, en termes de recommandations, qu'est-ce que nous pouvons proposer chez les patients diabétiques de type 2? Des études, notamment des études de type observationnel, hein, voilà, ont montré qu'il y a des facteurs qui étaient associés au non-Covid long, c'est-à-dire que ce sont des facteurs protecteurs, on pourrait dire ainsi comme ça. Il y a d'abord, premièrement, la variante du virus. Les patients testés positifs à Omicron ont moins de risques de développer un Covid long par rapport à ceux qui ont été testés positifs, par exemple, à la variante Delta. Ensuite, les patients qui ont eu une vaccination, voilà, ont moins de risques de faire un Covid long dans une proportion de quand même 50%, mais on observe que dans une proportion de 10 à 20%, même vaccinés, ces patients peuvent faire un Covid long, comme ça fut le cas du dossier que le docteur Dessy nous a présenté. Et puis, dernière recommandation, on a vu que les patients qui étaient sous metformine, voilà, il y avait une réduction de 40% de développer un Covid long. Voici, docteur Kwasi et l'ensemble de la communauté, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci, docteur Aka. Les signaux, notez, envoyons les signaux. Notre expert. J'espère que vous avez appris comme moi. Hein? Vraiment. Avec lui, on apprend toujours. Merci beaucoup, docteur Aka, pour cette belle, brillante présentation qui nous donne vraiment les orientations sur la prise en charge de ce patient et les molécules à utiliser, les molécules de choix. Merci beaucoup pour cette présentation. Chers communautés, est-ce que vous avez des questions? Rapidement, on va prendre 2 questions, si vous avez des questions, à notre expert. Voilà, parce qu'on tire vers la fin de notre session. Avez-vous des questions de compréhension à poser? C'est bon, ça va? D'accord. Je vois qu'il n'y a pas de main. Apparemment, tout le monde a bien compris. Hein? Docteur Palouki, pardon. Vous n'avez pas de questions? Non, docteur, je n'ai pas de questions. J'ai vraiment beaucoup appris. Vraiment, grand merci au docteur pour cette brillante présentation. J'ai beaucoup appris. Je suis sûr de continuer par envoyer les diapositives aussi. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oui, notre doyen, notre aîné, vous avez une question? Pas de questions, mais vraiment très satisfaite pour la présentation de notre expert. Et vous savez toujours, moi, ma réaction, c'est comment faire pour que ce soit pratique. Vraiment. Oui. C'est toujours mon inquiétude parce que je disais tout à l'heure même à ma famille qui est autour de moi, je dis, mais on a beaucoup d'experts, on a beaucoup de personnes ressources. Et comment ça se fait que dans la prise en charge des cas, on tâtonne? Peut-être qu'il faut être, l'humilité doit être de mise dans nous, notre façon de faire, et puis ne pas hésiter. Ou bien que nos experts ne sont pas disponibles, mais il faut qu'ils se rendent disponibles pour que les prises en charge soient bien, que les prises en charge soient efficaces. Vraiment, je suis très, très satisfaite. Le partage, peut-être, comment le partage doit se faire dans tous nos districts. Parce que, évidemment, il y a un bon bout de temps qu'on apprend beaucoup sur le Covid long. Mais avant de dire Covid long, il a dit, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut qu'on fasse tous les diagnostics d'élimination. Et puis, bon, la prise en charge du diabète, nos experts, vraiment, docteur Kwasi, il faut que vous soyez notre porte-parole pour que nos experts soient disponibles pour accompagner même les cliniciens à améliorer la prise en charge. Parce qu'on a beaucoup de personnes ressources, peut-être il faut les mettre là où il faut partager, il faut faire les guides, les directives et les diffuser partout. En tout cas, félicitations à l'expert et puis j'apprends toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je retiens, peut-être, docteur Aka, vraiment, il faut faire un guide pratico-pratique, comme tu sais si bien le dire, pour qu'on puisse diffuser ça vraiment à ceux qui sont loin d'ici
Et comme il y a des gens qui sont à Odiéné, fait que c'est du goût, bon, voilà, et qu'on va permettre que... Même Abidjan, hein, docteur Kwasi, même Abidjan. Voilà, partout. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le Dr Aka, on le sollicite toujours, il est toujours disponible et j'ai toujours plaisir à l'écouter parce que j'apprends beaucoup. Et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, tous les membres de la communauté. Nous allons donc lui dire merci d'avoir pris de ce temps-là. Il a laissé ses patients. Il est venu pour nous apprendre, pour pouvoir améliorer les pratiques par rapport à nos patients que nous recevons. Disons merci également à notre champion du jour, Dr Dessy, qui a présenté ce cas. Et puis, nous allons nous donner rendez-vous le 19 septembre dans le cadre de notre session COVID Afrique francophone sur la thématique, on revient encore sur la thématique Disney, persistance post-COVID, prise en charge par un pneumologue. Donc, on pourra voir encore avec le professeur Avi Marcel, le cas d'un autre cas par rapport à cette thématique. C'est le 19 septembre à 13h GMT. Voilà, plus 0. Donc, merci à tous. Nous allons demander à l'IT de mettre le... Oui, d'accord. Donc, vous avez déjà le feedback dans le chat. On vous invite à participer parce que vous aurez un certificat. Donc, ceux qui se sont déjà engagés, on vous encourage à continuer. Ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous pouvez faire le feedback, faites le feedback. On a vraiment besoin de votre retour. Des suggestions par rapport aux thématiques, on en prend note, on analyse et on tient compte dans nos prochains programmes éco. Voilà. Donc, sur ce, merci à Dr Aka, merci à l'équipe au niveau de l'INSP, merci à tous nos participants et puis rendez-vous pour le 19 septembre à 13h. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, merci.